Eh bien, bienvenue dans le studio Diagonale TV pour une nouvelle émission aujourd'hui, un peu spéciale aux Nationaux 2015, 51 2015, championnat de France, puisque je reçois Jean-Olivier Lecomte. Bonjour Jean-Olivier. Bonjour Stéphane. Alors les auditeurs te connaissent et les spectateurs ne te connaissent pas forcément, mais tu es maître FIDE. Oui, tout à fait, ça fait une dizaine d'années à peu près. 2300 à peu près Hello. Alors, voilà, ça évolue pas trop, étant donné que je joue pas énormément. Donc, voilà, c'est pas ton activité principale. Non. Mais tu es déjà donc un joueur qui écume un petit peu les tournois, notamment sur Paris, les tournois rapides. J'ai beaucoup joué étant très jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Et là, mon dernier tournoi de partie longue remonte à près de 2 ans en fait. Donc, et tu es marié avec une star des échecs. Une star, oui, c'est un bien grand mot. Ah oui, Maria Lecomte, c'est toi, tu es donc le mari de voilà, Maria qui joue le national. Oui, elle joue le national en ce moment. Oui. Et qui a été championne de France. Elle a été championne de France une fois en 2001 à Marseille et c'était une bonne année, l'année 2001, puisque dans la foulée, avec Marie Sebag et Rosaté, elles avaient remporté en Espagne le championnat d'Europe par équipe avec la France. Bon, mais c'était une année un peu spéciale 2001 parce qu'il me semble que la Russie n'avait pas participé à ce championnat d'Europe. Ah oui, ça aide. Donc ça avait aidé, mais le résultat avait été exceptionnel avec Marie Sebag qui était très jeune à l'époque et qui avait vraiment poussé l'équipe avec un résultat exceptionnel pour Marie et puis Maria et Rosa qui suivaient. Ça jouait sur 2 échiquiers. Elles avaient également fait une excellente performance et du coup, elles ont remporté à ce jour le seul titre d'une équipe nationale française. En Europe. En Europe, en championnat d'Europe ou même aux Olympiades, puisque je crois que... Oui, on n'en a pas d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Ouais. Alors, donc forcément, vous vous entraînez tous les deux. Il y a quand même... Mais il y a une émulation, oui, tout à fait. Ouais. Et puis Maria, elle joue un petit peu plus que moi, donc... je travaille, disons, pour elle quand j'ai du temps libre. J'essaye de regarder telle et telle variante, de lui montrer telle et telle position intéressante pour qu'elle fasse un peu de calcul. Mais disons que Maria, elle joue également un peu moins qu'auparavant, puisqu'elle se consacre principalement à l'enseignement des échecs auprès des enfants. Là où on habite, on est dans le Val-de-Marne, à Saint-Mandé. Donc il y a un grand club pour les enfants là-bas et ça marche bien. Il y a beaucoup d'enfants, il y a une centaine d'enfants. Elle enseigne également dans les écoles. Donc voilà, elle consacre beaucoup de temps à ça. Donc du coup, en tant que joueuse d'échecs, elle est un peu moins présente. Alors un peu moins présente, il faut tempérer parce que là, le joueur national quand même de très bonne qualité. Elle est dans les premières et on lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Mais alors, tu n'es pas venu dans cette émission pour parler de Maria, même si c'est normal qu'on en parle un peu puisque c'est quand même quelque chose d'important, bien entendu. Mais tu es venu parce que tu tiens un blog qui traite d'un lieu français mythique. Tu t'es dédié à ce sujet-là, et ça c'est tout à fait remarquable pour l'histoire du jeu, puisque tu traites donc tu mets à jour un blog qui parle du café, donc de la Régence, dont on va parler dans cette émission, à l'occasion de la sortie de ton livre. Alors je crois que même que le tome 2 va sortir en septembre. Voilà, je vais faire en sorte pour qu'il soit prêt en septembre en fait. Voilà. Et le tome 1 est déjà sorti, voilà, donc c'est Café, regardez, Café de la Régence, voilà, le bouquin. Et puis alors regardez, c'est pas un petit bouquin, c'est quand même une somme. Voilà, le café sur le café de la Régence par donc Jean-Olivier Lecomte. Donc beaucoup de travail. Ça fait combien d'années que tu t'es mis là-dessus? Alors je suis pas arrivé tout de suite sur le sujet en me disant tiens, je vais écrire un livre qui fait 600 pages. Pas du tout. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce lieu, parce que je m'intéresse à l'histoire et puis même à l'histoire des échecs. Forcément, quand on est un joueur d'échecs, on s'intéresse quand même un petit peu aux aspects culturels du jeu. Donc j'ai vu qu'il y avait énormément de choses sur Alekhine, Capablanca, les champions du monde dans les années 60. Mais globalement, sur le 19e siècle, ou même avant, quasiment aucun matériel, où c'est difficile de trouver quelque chose. Donc progressivement, je me suis intéressé à ça, puis j'ai découvert donc ce lieu, le Café de la Régence, qui a été un lieu emblématique pour le jeu d'échecs pendant un peu plus de 2 siècles.
Et j'ai découvert que c'était à Paris et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien sur le sujet. Donc ça, c'était au début des années 2000. Donc un petit peu en dilettante, je m'y suis intéressé et puis le temps est passé. Et en 2010, je crois qu'il y a eu des Olympiades en Russie, à Khanty-Mansiysk. Oui. Et la cérémonie d'ouverture c'était un ballet avec comme décor le Café de la Régence. C'était un spectacle sur ce thème. Ah oui. Donc je me suis dit, tiens, les Russes, ça les intéresse. C'est quand même étonnant. Ça les a marqués, en voilà, tout cas. ça les marque. Ouais. Ça les a marqués, ça les marque encore. Et en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver gratuitement sur Internet un cahier qui fait presque 200 pages, mis à disposition sur le site Internet du CREB. Alors le CREB, qu'est-ce que c'est ? C'est le cercle de mémoire, le cercle royal d'échecs de Bruxelles, il me semble. D'accord. Et donc il y a un joueur là-bas qui a écrit un fascicule assez complet sur le Café de la Régence, mais qui traite principalement, moi je trouve qu'il traite principalement de la partie 1850 à 1940 à peu près, mais il me manquait des éléments encore. Et puis il y avait une nouvelle fois quelque chose qui me piquait au vif, c'est voilà, les Russes s'y intéressent, des Belges s'y intéressent. On trouve aussi des informations sur des sites allemands qui parlent du Café de la Régence. Et puis rien, sur le site de la FFE, on n'en parle pas, on ne sait pas ce que c'est. Sur des sites français, nulle part j'ai trouvé des informations. Et pourtant, ça intéresse vraiment. Il y a des gens que ça touche. Bien sûr, l'histoire du jeu, on voit que. Tu n'es pas le seul à commencer à faire de l'histoire du jeu un sujet de prédilection. Bon, alors évidemment, il y a eu, on a eu François Lyonnais, on a eu Nicolas Giffard aussi qui ont fait des recueils. Et actuellement, il y a un site qui s'appelle Héritage français, que tu dois connaître. C'est excellent, de Dominique Timonier qui fait qui est historien, un travail. je crois d'ailleurs. Je le connais pas en fait. J'ai échangé un petit peu avec lui par email, mais je ne le connais pas personnellement. Et le travail qu'il fournit sur les échecs en France. Alors c'est principalement son site sur le XXe siècle. Oui. Et moi je trouve ça excellent, j'y vais régulièrement. Bon, il le met à jour à peu près tous les 6 mois, je crois. Et il apporte du matériel à chaque fois qui est totalement nouveau. Alors on va parcourir un peu ce blog d'abord avant de parler du livre. Alors je vous rassure tout de suite, on aura aussi une partie d'échecs commentés dans l'émission. Ça ne sera pas que... mais on va aussi passer du temps sur des images, un petit peu, des articles qu'a fait Jean-Olivier. Alors juste si tu me permets, il y a aussi quelque chose qui est important à dire, je pense, au sujet du Café de la Régence. Quand on regarde une activité, que ce soit un sport, une religion ou n'importe quelle activité, il existe toujours un lieu emblématique. Oui. Pour les religions, pour les musulmans, c'est la Mecque avec la Kaaba. Je sais pas, pour les footballeurs, ça peut être le stade du Nou Camp. Il y a plein de lieux comme ça qui sont vraiment emblématiques. Oui. Pour le sport, c'est facile de trouver. Et pour les échecs, c'est vrai que on reste un petit peu en suspens. On se dit tiens, effectivement, il n'y a pas ce lieu. Alors, il y a Reykjavik qui est resté quand même dans la mémoire avec le match Fischer-Spassky, bien sûr, mais c'est pas aussi marqué. Voilà, là on avait en France, à Paris, un lieu où sont passés tous les champions du monde. Et avant les champions du monde, tous les meilleurs joueurs du monde se faisaient un devoir de passer là quand ils venaient à Paris. C'était une étape obligatoire. On va le voir d'ailleurs, puisqu'on verra une surprise à un moment donné. Alors, donc parcourons un petit peu. Là, on voit, il y a des belles images. Alors, où tu les as récupérées ces images ? Ici, là, qu'est-ce que c'est que ça, par exemple ? Alors cette image, alors là je l'ai commentée. Donc c'est une représentation. Alors c'est une vue d'artiste. C'est une représentation du Café de la Régence en 1770. 1770, oui. Mais il est... La rue n'est pas goudronnée. Alors le Café de la Régence, il n'a pas été à un seul endroit. Il est apparu place du Palais Royal, donc à la fin du XVIIIe siècle. En France, en fait, et principalement à Paris, il y a une nouvelle boisson qui arrive, qui s'appelle le café. Donc il y a quelques foires qui sont organisées, notamment une foire dans le quartier Saint-Germain, où il y a des Italiens principalement qui apportent cette nouvelle boisson qui vient du Yémen et qui passe par la Turquie et qui arrive en Europe occidentale. Parce que jusqu'à présent,
les lieux où les gens allaient boire et se distraire, c'était des tavernes, hein, des lieux un peu sombres. Et les boissons, c'est principalement du vin, de la bière. Et puis c'est pas forcément des lieux très accueillants, quoi. Et donc avec ces nouvelles boissons un peu plus raffinées, donc il y a le café, il y a d'autres boissons qui viennent d'Italie aussi, hein, avec Gênes et Venise qui ont des échanges commerciaux avec la Turquie. Donc il y a ces nouvelles boissons qui arrivent en Europe, hein, et il y en a qui ont une bonne idée de créer des lieux un peu plus accueillants, un peu plus clinquants, avec beaucoup de fenêtres, beaucoup de glace en fait, pour qu'il y ait beaucoup de lumière dans ces lieux, et donc ça attire une couche sociale différente que les tavernes. Ça crée des nouveaux lieux de rencontre, hein. Et donc en cette fin de XVIIe siècle, sur la place du Palais Royal, alors pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, la place du Palais Royal, c'est une belle place, assez grande. Alors fin du XVIIe siècle, c'est plutôt 1600... Voilà, vers 1680. Ouais, 1680. Les premières traces que j'ai trouvées qui mentionnent un café sur la place, ça date de cette époque, 1680. Parce qu'il faut quand même bien situer qu'il est assez difficile de trouver des traces d'un commerce, hein. Essayer d'imaginer comment trouver des traces d'un commerce du XVIIe siècle, c'est pas quelque chose qui présente un intérêt historique flagrant. Et donc, trouver une référence à un lieu pareil. Donc, alors pourquoi le nom, le café de la Régence? Peut-être tu peux nous expliquer le contexte historique. Oui, tout à fait. Donc déjà, il commence pas par s'appeler le café de la Régence, c'est le café de la place du Palais Royal. Et il se passe un événement en 1715, de mémoire il me semble que c'est en septembre, donc Louis XIV décède, et son successeur, donc le futur Louis XV, il n'a que quelques années, je ne sais plus exactement, je crois qu'il a 5 ans, quelque chose comme ça, donc il y a un régent qui est nommé pour gouverner, qui s'appelle Philippe d'Orléans de mémoire. Donc Philippe d'Orléans, il est chargé de la régence en attendant que Louis XV atteigne l'âge de la majorité. Alors la majorité à l'époque, il me semble que c'est 13 ans. Hein, la majorité pour que Louis XV puisse gouverner. Majorité royale. La majorité royale, voilà. Donc le régent, il installe son gouvernement au Palais Royal. Et donc du coup, le centre politique de la France devient le Palais Royal, avec la place qui se trouve devant, et probablement à l'occasion d'un changement de propriétaire du lieu. Donc c'est un certain Lefebvre à cette époque. Hein. Donc ce Lefebvre, probablement lui, hein, on n'a pas de certitude, du moins moi j'ai pas trouvé de document qui le prouve. Donc ce Lefebvre décide de renommer le café et de l'appeler donc le café de la Régence. Donc ça se passe en 1718. Et pourquoi on a cette certitude? Parce que sur la devanture du café, on en parlera un peu plus loin, mais il y a eu une pancarte jusqu'au début du XXe siècle où il y avait écrit le café de la Régence, maison fondée en 1718. Voilà. 1718, mais en fait elle existait avant sous un autre nom. Voilà, il existait avant sous un autre nom. Alors après, il y a un autre mystère, c'est de savoir quand les joueurs d'échecs sont arrivés dans ce café. Ah, voilà. Voilà, ça c'est... Voilà, là par exemple sur cette image, je reviens à ça, on voit sur la gauche, tu vois, on voit la Régence. Alors c'est... Oui, café fondé en 1718. Voilà, donc cette photo, on la trouve à plusieurs endroits, et notamment dans le livre de Jacques Hilleret. Alors Jacques Hilleret, c'est un historien qui a fait un livre grandiose sur l'histoire de Paris, et la première édition date des années 60. Et on trouve sur son article sur la rue Saint-Honoré, au moment où il parle en quelques lignes du Café de la Régence, on trouve cette photo magnifique. Parce que les documents visuels sur le Café de la Régence sont extrêmement rares. Alors justement, c'est quelle adresse aujourd'hui? Si on veut aller voir le lieu où c'était, c'est où exactement? Voilà, parce que donc initialement, donc, comme j'ai dit, le Café de la Régence c'était sur la place du Palais Royal. Il y a eu des travaux sous Napoléon III. Donc Napoléon III a lancé des grands travaux, les fameux travaux d'Haussmann, mais une des premières choses qu'il a voulu réaliser, Napoléon III, c'est un projet qui existait bien auparavant, c'était le percement de la rue de Rivoli. Alors, si vous allez au musée du Louvre, actuellement, vous avez quelque chose d'assez compact, et avec des façades qui courent tout le long de la rue de Rivoli, et puis une grande ouverture
vers le jardin des Tuileries. Mais à l'époque, la configuration n'était pas du tout comme ça. À savoir, sur la place du Palais Royal, il y avait des rues qui partaient de la place du Palais Royal et qui allaient à l'intérieur de ce qu'on appellerait le Louvre. Et donc, c'était un quartier qui était pas très bien fréquenté non plus, et Napoléon III veut assainir un petit peu tout ça. Donc il rénove complètement la place du Palais Royal en l'agrandissant, et du coup, en 1854, le café La Régence est expulsé. Le propriétaire doit aller ailleurs, et c'est un propriétaire qui s'appelle Claude Viel qui décide de continuer la tradition du jeu d'échecs et de ne pas abandonner ce lieu, et il fait reconstruire un petit peu plus loin, donc dans la rue Saint-Honoré, il va faire construire un autre café de la Régence. D'accord. Et cet autre café de la Régence est ouvert et inauguré en août 1855. Il garde le nom alors qu'on est très loin après la Régence de Louis XV. Ah oui, tout à fait, on en est très loin. Oui. Mais bon, le café, géographiquement, il se trouve à 200 mètres de l'ancien café. Donc il se retrouve rue Saint-Honoré, au 161 actuellement. Donc je vais revenir dessus. Donc il est inauguré en août 1855 à l'occasion de la visite d'une reine d'Angleterre, je ne sais plus laquelle c'est à l'époque. D'accord. Et alors on va peut-être poursuivre le blog. Oui, tout à fait. Alors à noter sur cette page ici, forcément on est obligé aussi, on est passé de 1680 à 1850 là, tu nous as dit. Évidemment, évidemment, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ceci, ça ira mieux. Voilà, évidemment, il y a un grand monsieur qui a joué au Café de la Régence. Voilà, oui, disons peut-être le seul qui vient spontanément à l'esprit des joueurs d'échecs, parce qu'il a laissé quand même un livre fondamental pour le jeu d'échecs. Ouais. Donc c'est Philidor qui avait une double casquette, si on veut dire. Donc il était compositeur de musique. C'est pratiquement lui qui a créé l'opéra comique, donc l'ancêtre des opérettes. On peut voir ça comme ça. Et donc, Philidor, si vous allez dans le quartier de l'Opéra Garnier, alors pas l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, et si vous faites le tour du bâtiment, vous apercevrez qu'il y a pas mal de bustes de grands compositeurs. Et il y a notamment celui de Philidor, et si on remarque, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a en dessous de son buste, il y a un écusson avec un échiquier dessus. Je ne pense pas que ce soit le fait du hasard, mais... Non, bien sûr que non. Et il y a sa plaque ici, à noter qu'il a aussi une rue à Paris. Il y a une rue Philidor, tout à fait, dans le 20e arrondissement. Alors moi, j'avais fait une photo de la plaque de rue, et je l'ai mise sur Wikipédia, elle y est maintenant. D'accord. Donc je pense que ça serait bien que tu mettes... je crois que cette photo, c'est toi qui l'as faite. Oui, on la trouve partout, mais oui, mais je crois qu'elle est particulièrement plus jolie que celles qui sont en ligne, je crois. D'accord. Donc je pense qu'elle mériterait d'y être mise. Alors à noter, évidemment, alors je suis obligé d'en parler un peu, très rapidement. Forcément. Voilà. Comme Philidor était un grand joueur du Café de la Régence, et tu parlais de son manuel, je vous rappelle que j'ai réédité l'an dernier une réédition complète du fameux manuel de Philidor, voilà, que vous pouvez trouver en ligne, ou c'est chez les très bons libraires, il y en a quelques-uns, voilà, qui vous le proposent. Voilà, une réédition avec, bien entendu, toutes les parties en format moderne, c'est-à-dire notation algébrique et échiquier, ce qui n'est pas évident, parce que c'était écrit à l'époque, pour noter un coup, il fallait plusieurs phrases. Oui. La notation aux échecs, c'est un problème récurrent. Il y a eu plein de façons de noter les parties, et heureusement, actuellement, la notation algébrique, c'est la plus simple, et c'est celle qui a cours. Alors on poursuit sur ton blog, oui, pour voir aussi d'autres schémas. Là on change de page, on va ici. Alors le jeu des 7 erreurs, tu nous fais un article ici sur le jeu des 7 erreurs. Qu'est-ce que c'est Alors en fait... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors le jeu des 7 erreurs, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à mettre à jour le blog, après j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait sur le Café de la Régence, notamment sur Wikipédia, qui est quand même une référence. Et en lisant l'article de Wikipédia sur le Café de la Régence, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs. Et alors un jour, je me donnerai la peine d'y aller et de modifier. Oui, avec le travail que tu viens de faire à la sortie de ce livre, je crois que tu es un peu obligé de mettre au moins quelques informations pour rétablir un petit peu le vrai du faux. Oui, il faudra que je le fasse. On compte sur toi.
Je crois que c'est important. Alors on va voir une autre page, toujours sur ton blog ici. Voilà. Alors après la simultanée, alors voilà, ça c'est une page qui parle d'une simultanée de Morphy. Donc Morphy, le grand champion américain. Voilà, donc la question que je me suis posée après avoir écrit donc ce livre fleuve, c'est quel est l'événement qui a le plus marqué le Café de la Régence, et à mon avis c'est la visite de Paul Morphy. Alors on peut resituer le contexte, donc déjà c'est dans le nouveau Café de la Régence au 161 rue Saint-Honoré, donc on est en 1858. Donc Morphy a une vingtaine d'années, moi j'ai plus son âge exact en tête. Il vient de remporter le premier congrès d'échecs américain. Ouais. Et forcément, il faut qu'ils viennent se mesurer en Europe avec les plus forts joueurs du monde. Donc les plus forts joueurs du monde à l'époque, ils sont, il y a Stanton, l'anglais qui commence à être un petit peu âgé. Et il y a également Andersen, donc Autrichien, il est allemand, il est prof de mathématiques à Breslau. Et il n'est pas professionnel du jeu d'échecs, contrairement à Stanton. Et Andersen avait quand même marqué un grand coup en remportant le premier tournoi international de l'histoire à Londres en 1850. Oui, avec donc, les pendules, l'arrivée des pendules, c'est ça? Alors, on ne sait pas trop. Les pendules, c'est un petit peu après. Ah oui, ils ont joué sans pendule alors ce tournoi. Ils jouaient peut-être avec un sablier, je ne sais pas. Mais... Alors, quand tu dis le premier tournoi international, je suis obligé de te mettre en faux, parce que le premier tournoi international d'après les anciennes sources, c'est 1575. Oui, en Espagne, il y a eu quelque chose. Ruy Lopez, avec Paolo Boy, Leonardo da Corti. Bon, ils étaient que 4. Et mais bon, il y avait, et c'était à la cour, quand même, c'était à la cour du roi. C'était carrément dans le palais royal. De Charles Quint. Voilà, du Philippe II. Ah, Philippe II. Le fils de Charles Quint. Voilà, on est juste un peu après. Bon, je suis un expert maintenant. Bon. Alors pareil, je vais le faire un peu. Je vous annonce. C'est une émission littéraire, donc on en profite en même temps. Je vous annonce la sortie prochaine, la réédition complète, je crois que ça n'a jamais été fait en français, en tout cas de façon complète, et pas depuis le XVIIe siècle, du traité de Ruy Lopez. Voilà, Ruy Lopez et Segura, un livre d'invention libérale et art du jeu d'échecs, voilà, avec une couverture de Luc Poitier. Voilà, une couverture qui fait un petit peu manuel ancien, voilà. Donc ce bouquin, il fait 450 pages, mais qui est moins gros, vous voyez, que le livre que nous présente Jean-Olivier, puisque le Café de la Régence, donc, lui, il fait combien? Environ 600 pages, 600 pages. Le premier tome. Et c'est le premier tome. Donc, on n'est pas devant la même je me suis fait plaisir, en fait. Alors, tu disais donc, oui, donc je disais juste, c'est pas le premier tournoi international, il y avait ce fameux tournoi même en 1575, et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup entre les deux, c'est vrai. Mais disons que ce tournoi de 1850 était un petit peu unique dans son genre. Bon, il a lieu à l'occasion de la première exposition universelle de Londres en 1850, et donc il attire des joueurs de toute l'Europe. Et le représentant français qui ira là-bas, donc il est français d'adoption, c'est un certain Lionel Kieseretsky. Alors c'est un nom qui parle peut-être pas beaucoup, mais bon, il a laissé quand même son nom à une variante du Gambit du Roi. Et c'est également l'adversaire d'Andersen, justement, à Londres en 1850, avec la fameuse partie mortelle. Andersen Kieseretsky. Qu'il faut absolument voir quand on découvre le jeu d'échecs. Voilà, c'est une partie que... La partie immortelle. La partie mortelle. Donc cette partie n'a pas été jouée au tournoi de Londres en 1850, bien qu'elle a été jouée à Londres en 1850. En fait, après le tournoi remporté par Andersen, Kieseretsky a joué un match informel contre Andersen, qu'il a d'ailleurs gagné. Et une des parties de ce match, c'est cette partie mortelle. Où là, par contre, il se fait planter méchamment. Il se fait planter méchamment, et d'ailleurs, dans sa revue d'échecs, la Régence, puisque Kieseretsky il était rédacteur en chef de la revue La Régence, à l'époque, il publie la partie en s'arrêtant quelques coups avant la fin. C'est-à-dire, il n'assume pas de s'être fait mater d'une telle façon dans la partie, donc il omet les 2-3 derniers coups de la partie quand il publie pour la première fois la partie, mais tout en félicitant son adversaire de cette partie exceptionnelle. D'accord. Alors donc, simultané de Morphy. Alors, on revient à la simultanée de Morphy. Donc Morphy débarque en Europe en 1858 et il commence par aller à Londres pour rencontrer Stanton et jouer un match contre lui. Et le match n'a jamais lieu parce que Stanton tergiverse et moi je pense qu'il a peur de Morphy en fait.
Et il est pétrifié. Donc, voilà, il est pétrifié. Et donc, du coup, au bout d'un moment, donc Morphy, qui est accompagné de son secrétaire, Frédéric Edge, qui a d'ailleurs écrit tout un livre sur son périple en Europe. Et donc Morphy décide, bien évidemment, de se rendre à Paris, au Café de la Régence, pour y rencontrer Daniel Harrwitz. Alors, Daniel Harrwitz, c'est également un des plus forts joueurs d'Europe. C'est le plus fort joueur de l'époque du Café de la Régence. Il est allemand d'origine. Et Daniel Harrwitz est, comme Staunton, un professionnel du jeu d'échecs. Il a vraiment le jeu d'échecs dans la peau. Il vit des leçons d'échecs qu'il donne au Café de la Régence. Il vit des parties à handicap. On pourra revenir sur le sujet qui remporte au Café de la Régence. On va voir, parce qu'on va voir une partie handicap tout à l'heure. Voilà. Et il a également, par exemple, un petit détail que j'ai trouvé assez amusant. Il a sur toutes ses chemises, il a des pièces d'échecs qui sont brodées. Et donc quand il change de chemise, il a des pièces différentes sur ses chemises. Il vit pour les échecs et il vit du jeu d'échecs en fait. C'est un des premiers pros quoi. Voilà, donc Morphy est évidemment forcément intéressé pour jouer contre lui, donc il se rend au Café de la Régence. Il se rend à Paris au Café de la Régence et les deux premières parties du match contre Harrwitz tournent au bénéfice d'Harrwitz. Harrwitz gagne les deux premières parties. D'ailleurs, il y a un parallèle intéressant avec Fischer, où Fischer contre Spassky, il perd les deux premières parties contre Spassky, donc la deuxième aussi par forfait. Ouais. Et donc Harrwitz gagne ses deux premières parties et on peut dire que c'était un peu le temps d'adaptation de Morphy au jeu. À son arrivée à Paris, quoi. Le voyage pour aller de Londres à Paris, c'est pas, il n'y a pas de tunnel sous la Manche. C'est un voyage assez éprouvant, qui dure assez longtemps. Ouais. Et donc après, Morphy commence à remporter partie sur partie contre Harrwitz. Et Harrwitz se fait porter pâle et il dit d'un coup qu'il est malade, qu'il peut plus jouer. Donc c'est quand il est mené, voilà exactement. Il est mené 5-2, c'est ça hein. Oui, quelque chose comme ça. Donc du coup, Morphy décide déjà son résultat contre Harrwitz le fait connaître du tout Paris. Paris à l'époque sous Napoléon III est avide d'avoir un héros. Et puis en plus il y a une particularité, la mère de Morphy est française. Donc Morphy parle un français impeccable et il vient deLouisiane aux États-Unis. Oui, qui est aussi l'État le plus français exactement. de l'époque. Et donc sa connaissance du français en fait le chouchou. En fait le chouchou et sa popularité est extrême et il ira même jusqu'à jouer une partie en privé contre Napoléon III. Donc on arrive. Ah oui, il joue une partie en privé contre Napoléon voilà, III. ça c'est peu connu. C'est un fait qui est pas très connu. Ouais. Donc il est invité par l'impératrice Eugénie et par Napoléon III dans ses salons privés au Palais des Tuileries et il y jouera une partie. Mais il veut pas en faire de publicité. La preuve, on l'a pas su. Voilà. On vient juste de l'apprendre. Juste 200 ans après, ou 150 ans après. Alors on continue peut-être oui, donc cette simultanéité. Alors juste en deux mots. Oui, je vais faire un peu plus court. Voilà, essayons de faire bref. Donc, pour passer le temps en attendant que le match contre Harrwitz reprenne, donc il y a une simultanée à l'aveugle qui est organisée au Café de la Régence. Donc, Morphy joue contre 8 des meilleurs joueurs parisiens. Donc, parmi ces joueurs parisiens, il y a un dénommé Lequesne. Donc, pour l'anecdote, Lequesne est un sculpteur très très célèbre à l'époque. C'est lui, par exemple, qui a créé la Bonne Mère de Marseille. D'accord. Voilà, on apprend des trucs. Il y a également un certain Jean Préti qui va créer la revue La Stratégie, qui est un peu l'ancêtre de Europe Échecs. C'est une revue qui va exister pendant presque 80 ans. Il y a des très forts joueurs parisiens et Morphy donc joue à l'aveugle et il me semble qu'il lâche 2 parties nulles et il remporte les autres sur des combinaisons magnifiques et donc il est porté en triomphe à sa sortie du Café de la Régence. Il y a une foule tellement dense que les gardes armés du Palais des Tuileries, puisque c'est juste à côté de là où loge l'empereur, donc ils se disent mince, il y a encore une émeute. Il faut savoir que tout au long du 19e siècle, le Palais Royal, la place du Palais Royal est un lieu où se situent la plupart des manifestations, des émeutes, les 3 glorieuses de 1830, la révolution de 1848 avec la destruction du château d'eau de la place du Palais Royal, etc. Il y a des combats très durs sur la place du Palais Royal. On y va au canon, on y va à la mitraille. Et donc les gardes ont peur que ce soit de nouveau une émeute qui démarre. Mais en fait non, c'est Morphy qui vient de remporter sa simultanée.
et qui marque le public parisien. Voilà, donc un grand moment du Café de la Régence, cette simultanémorphie que tu nous résumé. Alors, un autre article, alors on va essayer d'accélérer parce que sinon on n'aura jamais le temps de regarder. On pourrait en parler des heures. Il faut montrer aussi des pages du livre, hein, donc il y a quand même des petites choses à voir. En essayant de faire un peu plus bref maintenant. Donc ici on a un petit article sur Origine et Épilogue. En gros, voilà. Tu situes les dates de naissance et de fin du Café de la Régence. Alors c'est quoi Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a deux aspects. Donc la création du Café de la Régence, on a vu que c'est en 1718. Puis après l'arrivée des joueurs d'échecs. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Donc là, on n'a pas de certitude. Moi, j'ai pas eu de certitude. Donc pendant l'Ancien Régime et même après, les gouvernements ont toujours essayé de lutter contre les jeux d'argent. Ouais. Oui, parce qu'on jouait de l'argent à l'époque. Voilà, les jeux. Alors pas les jeux d'argent, les jeux de hasard. Ouais, voilà. Donc c'était dans les tavernes, les gens jouaient aux cartes, etc. Il y avait des clubs clandestins. Et donc, le jeu d'échecs, qui n'est pas un jeu de hasard, commence à investir les cafés. Et moi, je situe ça peut-être vers 1720-25 dans ces eaux-là, quoi. Alors, au début, le Café de la Régence n'avait pas l'exclusivité du jeu d'échecs. Il y a eu une alchimie qui s'est créée entre les propriétaires. Les différents propriétaires du Café de la Régence qui se sont succédés et le jeu d'échecs. Et tant que cette alchimie elle tient, tant que les propriétaires ils sont bienveillants vis-à-vis des joueurs d'échecs, tout va bien. Mais il suffit qu'il y ait un propriétaire qui dit moi je veux plus les joueurs d'échecs parce qu'ils sont là, ils jouent pendant 3 heures et ils consomment une tasse de café. C'est pas très rentable, hein. Donc il y en a certains tout au long de l'histoire du Café de la Régence qui en avaient un peu marre, hein. Donc et puis après avec au XXe siècle, là il s'agit de faire du chiffre dans son établissement, donc c'est un petit peu ce qui va provoquer la mort du Café de la Régence. Donc vers quelle date à peu près on peut dire que... Alors ça c'est un des petits secrets du deuxième tome, en fait, la date exacte de la destruction du Café de la Régence, non pas de la destruction, de la fin du Café de la Régence, de son changement de nom et de l'arrêt total de l'activité du jeu d'échecs. Donc c'est dans les années 50. Hein. Je suis tombé complètement par hasard dessus en allant aux archives de la ville de Paris et en cherchant qu'est-ce qu'il y avait à une date précise au 161 de la rue Saint-Honoré, donc l'adresse actuelle où se trouvait le Café de la Régence. J'ai vu que l'établissement qui était là ne portait plus le même nom. Donc voilà. Donc d'ailleurs à ce sujet-là, si vous allez au 161 rue Saint-Honoré dans le centre de Paris, vous y trouverez l'office du tourisme du Maroc. On est bien loin du jeu d'échecs. Et comme beaucoup de gens, il y a longtemps, j'avais fait la démarche de rentrer à l'office du tourisme du Maroc et demander à la personne qui était au guichet s'il y avait quelque chose. Et j'ai bien senti que je l'énervais un petit peu, que je ne vais pas être la première personne à lui poser la question. Ouais. Et il n'a aucun renseignement à donner, ça ne sert à rien de rentrer et poser la question, en fait. C'est un peu dommage, c'est vrai d'avoir perdu ça. Alors, encore, dernière page qu'on voit du blog avant de passer sur des pages du livre. Et puis, on va voir cette partie ensuite, pourquoi elle est particulière. Elle est dans le livre, dans la partie qu'on va voir, elle est dans le livre, justement. Il y a quelques parties dans le livre, il y a pas que... Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a des images, et il y a aussi quelques parties. Et voilà, bon bref. Alors donc ici on a une anecdote intéressante. Ici c'est la table d'échecs de Bonaparte. Voilà, alors la table d'échecs de Bonaparte, c'est toute une histoire. C'est une des reliques du Café de la Régence. Voilà. Qui se trouve où ici là? On est où là? C'est une cuisine ça? C'est difficile. Une nouvelle fois, les témoignages visuels de l'intérieur du Café de la Régence sont très limités. Donc ça c'est une carte que j'ai trouvée aux États-Unis. Une photo pardon que j'ai trouvée aux États-Unis. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. J'ai vu, je me suis dit tiens, ça... Alors voilà, on peut l'agrandir. Je vais la mettre en grand ici. Voilà. On voit ici là, hop, il y a marqué table de Bonaparte. Voilà, donc table de Bonaparte. Donc on est dans le nouveau Café de la Régence et c'est une des tables de l'ancien Café de la Régence, donc d'avant 1854, sur laquelle il y a une plaque en argent où est indiqué que Bonaparte aurait joué là aux échecs. Alors je crois savoir, et là tu vas pouvoir confirmer ou infirmer, c'est que à l'époque, il semblerait que chacun avait un peu sa table. Il y avait la table de Monsieur, paraît-il, de Monsieur Voltaire, la table de Bonaparte, la table de ceci, la table de cela, et qu'au 19e, alors c'est peut-être il fait ça pour s'amuser, je sais pas, mais qui servait les clients en disant c'est sur la table. Voilà, ça apparaît effectivement. Il y a un texte qui mentionne
servait à Voltaire, servait à Rousseau, etc. Donc déjà, il faut savoir que Voltaire était un peu allergique aux effets de mode, et je suis pas sûr qu'il ait mis les pieds au Café de la Régence, tandis que Rousseau, par exemple, était un fanatique du jeu d'échecs. Et avant même la table de Bonaparte, j'ai un petit scoop qui est un scoop. Ça apparaît dans un livre d'un écrivain russe qui s'appelle Karamzin, qui a fait un tour de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle, et lui il mentionne une chaise sur laquelle se serait assis de nombreuses fois Rousseau quand il venait au Café de la Régence, et le propriétaire de l'époque l'exposait comme une relique. Ah oui, un trophée. Oui. Voilà. Et alors c'est la seule fois où j'ai trouvé mention de cette chaise de Rousseau. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, si c'était vrai. Bon, il n'y a pas de raison que Karamzin mente sur le sujet. Mais donc, vers 1850, apparaît cette table de Bonaparte, qui, à mon avis, c'est pas forcément la vérité, quoi. C'est plutôt, c'est une légende, mais la légende a fini par devenir auto-réalisatrice, quoi. Et les propriétaires qui se sont suivis, ils montraient ça comme une antiquité de l'ancien café. Alors là, une photo, je lis simplement en anglais, je traduis en même temps. Chess champion at play, des joueurs, des champions d'échecs en train de jouer. Le senior Capablanca, donc le Capablanca, le fameux champion du monde, photographié au fameux Café de la Régence, Paris. Donc ça veut dire que Capablanca est passé au Café de la Régence. Oui, donc, oui, Capablanca, il vient... je crois que la première fois qu'il vient au Café de la Régence, ça date du début du XXe siècle. Il me semble qu'il vient de gagner, de mémoire, il me semble qu'il vient de gagner un tournoi en Espagne. Il n'est pas très connu, et il remonte sur Paris pour aller dans ce lieu. Il viendra de nombreuses fois au Café de la Régence. Alors cette photo est un peu plus tardive. Elle a été publiée dans le Times, je crois en 1922-23. Et donc elle le représente en train de jouer contre un très fort joueur parisien qui s'appelle Arnold Orbach. Ah, on a le nom, d'accord. Voilà, c'est contre Monsieur Orbach. D'accord, mais il est où là, Capablanca? Il est à droite, non? Non, c'est lui qui a la main, qui s'apprête à jouer. C'est lui qui est à gauche. Voilà. Parce qu'il a l'air à gauche, pardon. Il a l'air plus âgé quand même là que... La photo est pas de très bonne qualité. Voilà, d'accord. Donc Capablanca à gauche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les joueurs parisiens étaient contents de recevoir les champions qui venaient du monde entier. Parce que déjà, les voyages, ils se faisaient en bateau pour retourner dans le Nouveau Monde, aux États-Unis. Et la France, elle est quand même assez bien située pour prendre un bateau pour retourner aux États-Unis. Donc les gens partaient en paquebot du Havre. Et faire un petit tour à Paris au Café de la Régence, c'était pas mal, quoi. Alors à l'époque, au début du XXe siècle, il y avait deux grands lieux emblématiques pour le jeu d'échecs à Paris. Il y avait le Café de la Régence, et il y avait un autre lieu ça a mis longtemps à se stabiliser. C'était un club d'échecs proprement dit. C'était le Cercle Philidor. Et c'était les deux grands lieux où on pouvait jouer aux échecs dans Paris. Alors encore une photo ici, voilà, on reconnaît un acteur très connu. Exactement, donc ça c'est une photo où vous pouvez voir Jean Marais, qui est en train de manipuler des pièces. Alors sur une table qui donc serait une table... Oui, c'est la table du Café de la Régence. Alors par contre, je ne sais pas si cette photo a été prise au Café de la Régence. Mais quelle table? La table du café, comme tu dis la table de Napoléon, la en fait. Table C'est de la table de Napoléon. Bonaparte. Voilà, la table de Bonaparte. On voit sous la table qu'il y a une plaque. Alors je ne sais pas non plus si c'est la plaque de la photo précédente, on voit pas mais bien, la définition est trop mauvaise ouais. de la photo, et j'ai jamais réussi à voir si... Alors qu'est devenue la table de Napoléon après la fermeture du Café de la Régence? C'est un mystère. Je doute qu'elle ait été détruite, et à mon avis elle doit être dans la collection d'un particulier quelque part en France, dans le monde. On va voir ça. Quoi, mais... Alors après on va passer à notre partie, oui. Peut-être, et après on montrera quelques photos du livre. Oui, d'accord. Alors on a une partie très intéressante, puisque c'est une partie jouée face au fameux Philidor, bien entendu. Voilà, alors là, ce qu'on peut préciser, c'est au Café de la Régence. Donc alors c'est une partie spéciale, explique-nous pourquoi. Oui, alors ce qu'on a dit, c'est que les jeux de hasard ont été combattus par les différents gouvernements.
par Monsieur de Sartine, notamment au XVIIIe siècle. Mais les joueurs d'échecs, ils jouent ensemble. On peut imaginer que leurs niveaux sont différents. Donc, les parties se font à handicap. Oui. Et les handicaps, ils sont assez variés. Ça peut être un pion et un trait, ça peut être un pion et 2 traits, ça peut être carrément un cavalier, ça peut être même une tour entière. Alors là, à ce sujet-là, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'un joueur qui rend une tour, son adversaire, on appelle ça une mazette. Oui. Voilà. Donc, si vous pouvez jouer avec une tour de moins contre votre adversaire, vous pouvez l'appeler une mazette, c'est le terme officiel. C'est le terme officiel. Depuis le XVIIIe siècle. Voilà. Et c'est le terme exact. C'est le terme exact. C'est pas autre chose, il faut donner la tour. Voilà, il faut donner la tour. Et si vous pouvez donner la dame à votre adversaire, c'est le cran au-dessus, en fait. Oui. On appelle ça un joueur de quilles, en fait. Un joueur de quilles, comme des quilles, en fait. Oui, un joueur de quilles. QI2LE. Voilà. Bon, le terme a disparu. Ce qu'on retient, c'est le terme un peu péjoratif de mazette. Oui, mais c'est amusant. Mais vu comme ça, le terme devient plus amusant. Voilà. Alors là, ils sont deux. Donc, ils jouent. Bernard et Carlier jouent face à Philidor. À deux, ils jouent à deux. Ils se concertent. Voilà. Alors, c'est aussi au sujet de Philidor, on a très très peu de parties jouées par Philidor au Café de la Régence. Et les parties qu'il mentionne dans son manuel sont pour la plupart soit des parties de pure invention, soit des parties qu'il a jouées en Angleterre, parce qu'il faut savoir que Philidor avait beaucoup de mécènes en Angleterre, donc il se rendait régulièrement en Angleterre pour plusieurs mois pour essayer. Il a même fini là-bas, parce qu'il est enterré là-bas, il est enterré à Londres. Voilà, tout à fait. Donc là, il joue contre Bernard et Carlier, qui sont, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont parmi les plus forts joueurs parisiens de l'époque. Disons que c'est un cran en dessous de Philidor. Et donc Philidor peut se permettre, en jouant contre eux, de rendre un pion. Et le pion F7, quand même. Et le pion du trait. Alors, le pion F7, c'est le pion traditionnel, qu'on rend quand on rend un pion. Et voilà, donc il y a beaucoup de manuels d'échecs d'ailleurs qui sont jusqu'au début du XXe siècle, où ils expliquent différentes ouvertures basées sur les handicaps respectifs qu'on peut donner à son adversaire. Je suis obligé de faire une petite parenthèse. Forcément, dans le livre, donc dans ce fameux livre de Ruy Lopez, là, La mention libérale du jeu d'échecs, qui est en fait composé de 4 grandes parties, il y a la 4e partie, il traite justement de toutes les règles justement du handicap. Alors, il va pas que rendre le pion, il va aussi proposer les parties où on rend le cavalier, celles où on permet aussi d'intervertir le roi et la tour contre le trait, enfin des choses très compliquées en fait. Il y a une vingtaine de handicaps, de handicaps différents. Possibles et différents. Pour dire que c'est vieux, c'est ça, c'est pour ça que je voulais le signaler, c'est quelque chose qui date d'au moins du XVIe siècle, si ce n'est plus ancien. Voilà, les joueurs jouent de l'argent sur la partie, donc ce handicap est censé équilibrer les chances. Et Philidor ne jouait que à handicap contre ses adversaires. Il avait une telle classe de différence que c'est pas possible. Alors Conigo, dans cette partie, alors peut-être l'introduction, il faut la lire, parce que c'est pas mal. Moi, voilà, donc cette partie, elle a été publiée dans le Palamède en 1836. Alors le Palamède, en 2 mots, c'est la première revue consacrée exclusivement au jeu d'échecs, qui est créée par la Bourdonnais en 1836. Voilà, donc le paragraphe d'introduction, donc le joueur le plus extraordinaire qui ait jamais paru, Philidor, donnait le pion et trait au plus fort joueur après lui. Il les gagnait individuellement, mais il perdait ou faisait difficilement partie égale lorsqu'il jouait au même avantage contre 2 d'entre eux réunis et ayant le conseil. Un contemporain de ce grand maître nous a communiqué la partie suivante, jouée en 1780, entre Philidor d'une part, Carlier et Bernard d'une autre. Voilà, donc Philidor les noirs, Bernard et Carlier les blancs, donc c'est parti. Voilà, donc E4. E6. Alors E6, c'était la réponse traditionnelle quand on avait le handicap du pion en moins en F7. D'accord. Voilà. Déjà, on ne peut pas jouer E5, puisqu'il y a la dame qui vient en H5. Ah oui, sur E5, tout de suite, dame H5 échec, et le fameux, si on joue G6, dame prend pion échec, et la tour est perdue. Voilà, donc la théorie de l'époque disait que E6, c'était quasiment le seul coup quand on jouait à handicap. Quasiment donc D4, D5. Déjà, il y avait la théorie sur le handicap. Alors, on n'appelait pas ça la française, on appelait ça la partie du pion roi 1 pas. Voilà. D'accord. Donc pion prend D5. Pion prend D5. Alors c'est une partie qui a perdu Philidor. Donc il ne me semble pas qu'elle apparaisse dans son manuel. Non, elle n'y est pas, c'est sûr. Donc pion prend D5. Ou alors il l'a amélioré. Voilà. Dame H5, échec. Mais il n'y a pas de partie handicap dans son manuel en fait. Ah oui, oui d'accord. Il n'y a que des parties. Peut-être il donne des conseils, mais
Enfin, non, même pas, je crois pas. C'est que c'est de la théorie. Il y a que des parties, je dirais, rigoureusement théoriques. Voilà. Échec. Voilà, G6. Donc là, maintenant, on peut jouer G6. Dame 5. Dame 5, échec quand même, mais... Et voilà, donc il force l'échange des dames et... Voilà, on cloue la dame, ce qui fait qu'il n'y a pas la prise de la tour. Voilà. Et on veut échanger les dames avec les blancs, en fait. Alors, une des particularités de Philidor, qu'il aura du mal à mettre en œuvre dans cette partie, c'est qu'il aimait beaucoup sacrifier une pièce contre beaucoup de pions. Et après mener une attaque avec sa dame et ses pions, là c'est pas trop le cas, la dame va s'échanger. Donc il a joué fou F4. Ouais, fou F4. Menace de prendre et de prendre voilà, le pion exactement, C7. Donc C6. Voilà, on empêche la prise du pion C7. Fou E2. Tranquille. Fou G7, continue à se développer. Et là, il échange les dames. Oui, du cavalier. Voilà, du cavalier. Donc faut pas perdre de vue que les joueurs avec les blancs donc, sont en consultation, ils ont le droit de parler, et tandis que Philidor est tout seul avec son désavantage matériel. Ouais, là c'est chaud. Donc cavalier F3, F3. Petit roc, fou E5. Comme vous le voyez, la partie est pas vraiment, il y a pas vraiment de, c'est pas vraiment romantique. Il n'y a pas de sacrifice de pièces dans tous les sens. C'est une partie assez moderne. Enfin, il veut simplement arriver jusqu'en finale. Voilà, le joueur il veut échanger toutes les pièces et bénéficier de son pion de plus. Donc cavalier D7, petit roc. Il prend pas, d'accord. Petit roc. Là il prend le fou, non? Voilà, cavalier prend. Ouais. Fou prend. Oui. Pion prend. Tour F4. Ah oui, il vient F4 pour empêcher que les blancs jouent eux-mêmes F4 et il menace tour E4, attaque le fou et le pion E5. Il a un coup sans doute très important. Il aurait pu aussi jouer G5 d'ailleurs. Intéressant. Peut-être pour empêcher F4. Il cherche l'activité à tout prix. Oui, bien sûr. Donc fou D3, fou F5. Donc s'il n'arrive pas à regagner le pion E5, ce sera un peu dur, mais s'il arrive à le regagner... Il a des chances. Il a des chances, donc fou prend, cavalier prend. Fou prend, cavalier prend. G3. Oui, d'accord. Tour E4. Voilà, attaque le pion E5, là F4. Et F4. Et donc en fait, ça a été un échec. Donc, il bénéficie d'un petit avantage de développement, mais on va voir que ça ne va pas être suffisant. Donc tour E2. Tour E2 quand même, la tour s'active, mais tour F2 sans doute, pas sûr. Cavalier A3. Cavalier A3, exactement. Le cavalier protège le pion C2 et puis il va sans doute centraliser ses tours. Les deux joueurs blancs se développent. Cavalier E3. Cavalier E3 attaque la tour et le pion C2. Tour F2. Tour prend, roi prend. Roi prend. Les blancs sont contents de tout échanger. Cavalier G4. Échec. Roi G2. Tour D8. Voilà, mais là, ils ont vraiment joué finement, en fait. Ils ne sont pas rentrés dans le jeu de Philidor et ils ont un avantage net et un pion passé protégé au centre. L'avenir est un peu sombre pour le joueur avec les noirs. Le joueur avec les noirs. Tour D1. Tour D1. Cavalier F7. Tour D1 et cavalier E3. Alors, attends. Oui, pardon, il y a eu G4, excuse-moi. Il y a eu tour D8, H3, j'ai sauté une ligne. Oui, d'accord. Parce que là, mais là, il y avait cavalier E3, H3. H3. Excuse-moi, cavalier H6. Hop, cavalier H6. G4. Voilà, A6. Voilà, j'avais sauté une ligne et nous voilà. Donc tour D1. Maintenant tour D1, vis-à-vis tour. Voilà, cavalier F7. H4. Ah, il continue d'avancer. C5. C3. B5. Voilà, il avance majorité de pions ici. Cavalier C2. Mais évidemment, voilà, A5. C2 c'est bloqué. Alors maintenant A5. Voilà, cavalier E3. Aïe, aïe, aïe. Pion D4. D4, il est obligé de pousser. L'impression qu'il est perdu ce pion. Exactement. Pion prend. Pion prend. Cavalier C2. Et voilà, le pion est mort. D3. Parce que là, on va en venir en E. Voilà, cavalier E1, D2, cavalier F3. Cavalier F3, terminé. Et Philidor abandonne. Voilà. Il va perdre un deuxième pion et il n'y a rien à faire. Et il n'y a rien à faire. Ouais. Donc voilà, bon, une partie. Donc cette partie, elle a un intérêt surtout historique, puisque c'est probablement une des seules qui est connue à ce jour, jouée par Philidor au Café de la Régence. Ouais. Voilà. Et c'est bien de voir Philidor perdre un peu, parce que bon, on le voit gagner tout le temps. Donc c'est quand même un tout petit peu chouette. Alors, on va voir aussi maintenant, peut-être en plus grand sur la vidéo. Je vais simplement essayer d'avoir une vidéo un tout petit peu plus grande pour montrer à la caméra, voilà, avec toi, des passages de ton livre. Oui. Alors,
de ce fameux livre, donc Café de la Régence, tome 1 ici. Alors il y a des passages où il y a des photos. Hein. Alors il y a quelques illustrations, il y a quelques parties, voilà. Mais mon idée c'était surtout de ne pas faire un livre technique. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que c'est que cette illustration ? Alors ça, c'est un tableau de Louis-Léopold Boilly, c'est un peintre français de la fin du 19e siècle. Ouais. Et le tableau est intitulé des joueurs d'échecs au Café de la Régence. Mais on n'a pas plus de renseignements sur ce tableau, sauf que moi ce que je me suis dit, c'est que c'est pas un hasard que si Boilly se rend au Café de la Régence, et qu'un des deux joueurs est forcément Philidor. Et ensuite, alors la photo n'est pas en couleur, mais on voit sur le côté, il y a un homme assez vieux là qui est ici, ouais. De ce côté-là, avec un chapeau, et puis il tient un parapluie sous le bras, et il a un manteau. Alors là, elle n'est pas en couleur, mais le manteau il est vert. Et c'est pas anecdotique parce que en fait Le Gall avait donc le sire de Le Gall, qui était le fameux, qui était l'entraîneur, le premier entraîneur de Philidor, et l'auteur du fameux mat de Le Gall. Et l'auteur du fameux mat de Le Gall, il avait la réputation d'avoir un manteau vert qu'il gardait systématiquement et une casquette. Donc c'est pour ça que bon, j'extrapole peut-être un petit peu, mais il me semble que c'est peut-être Le Gall qui est là, et la personne un peu rablée avec la main sur la joue. Je me dis que c'est peut-être Philidor qui ont été représentés par Boilly. Ça m'étonnerait quand même que ce soit un hasard qui vienne là et qui dessine quelqu'un comme ça, mais bon, je pense que ça restera à l'état de... Alors une autre illustration que l'on trouve dans ce livre aussi, c'est un joueur apparemment. Alors, oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Philidor, la France, elle tient ce qu'on appelle le sceptre des échecs de nombreuses années, et le successeur de Philidor, c'est un certain Deschapelles, donc Alexandre le Breton Deschapelles, et moi je l'appelle en fait le baron Munchausen des échecs. C'est un personnage absolument exceptionnel. Il a un parcours, c'est digne d'un roman en fait. Et d'ailleurs il y a une personne en France qui a consacré beaucoup d'études à son sujet. C'est Monsieur Baudrier qui a écrit pas mal de textes à son sujet. Donc, j'ai trouvé quelques informations pour compléter sa biographie, et je consacre un chapitre à Deschapelles. Un chapitre donc, qui était aussi un des sociétaires du café. Voilà, alors Deschapelles, c'est début du 19e siècle. Alors ensuite, alors lui aussi, ça c'est un sacré bonhomme lui. Hein. Voilà, alors... donc c'est sur lui, c'est Labourdonnais. Labourdonnais. Voilà. Donc je crois c'est le père qui a découvert la Réunion. C'est ça, parce qu'il s'est installé à la Réunion. Non, en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelque chose avec. Voilà. Oui, je peux expliquer. Alors en fait, il se fait appeler le petit-fils de Labourdonnais. Alors Labourdonnais était un explorateur mandaté par le roi pour explorer l'océan Indien. Donc c'est le premier gouverneur de l'île de la Réunion, son ancêtre. Mais en fait, je montre que c'est pas son petit-fils, mais qu'il s'agit de son arrière-grand-père. Et pourquoi Labourdonnais se fait appeler petit-fils de ce navigateur? Parce que à la fin de sa vie, Labourdonnais a des gros problèmes financiers. Et il apprend qu'il est possible d'obtenir une aide d'une association d'écrivains de France. Et lui, il a publié un livre vers les années 1820 qui était signé par le petit-fils de Labourdonnais. Et il prétend que c'est lui qui a écrit ce livre pour avoir un argument supplémentaire pour toucher une pension de cette association. Mais en fait, la personne qui a écrit le livre, c'est réellement le petit-fils du navigateur Labourdonnais, mais c'était un oncle de Labourdonnais, joueur d'échecs, qui portait le même prénom et le même nom que lui. Voilà. Donc il a un peu usurpé Et tu as la preuve de ça? J'ai la preuve de ça. Ça, c'est une information que je peux vous donner. C'est inédit dans la biographie de Et qui est dans le tome 1 ou dans le C'est dans le tome 1, oui. J'ai trouvé ça aux archives de Paris. Je suis tombé sur des actes notariés de la famille Labourdonnais qui démontrent. Voilà, j'ai également trouvé ce que je pense être la vraie date de naissance de Labourdonnais, puisqu'il a aussi entretenu un certain mystère là-dessus. Sur la pseudo-fortune de sa famille aussi, j'ai trouvé des renseignements à ce sujet-là. D'accord.
Alors ici... Alors ça c'est intéressant. Une illustration, une gravure. Voilà, alors c'est une des très très rares représentations de l'ancien café de la Régence. Donc l'ancien café de la Régence, il faisait... J'ai jamais pour où aller, moi. Voilà, il faisait l'angle de la rue Saint-Honoré et de la place du Palais Royal. Donc cette gravure date de 1850 ou 52. Elle est d'un certain Texier. Elle apparaît dans un recueil de gravures sur Paris. Enfin, pour finir, on va voir encore. Alors je crois qu'il y a... Oui, celui-là, c'est très important. Saint-Amand. Alors voilà, un très grand joueur aussi, assez connu de ceux qui s'intéressent à l'histoire du jeu. C'est un des joueurs que... Alors, juste avant de parler de Saint-Amand... Je ne sais jamais comment le mettre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Deschapelles, dont la plupart des joueurs d'échecs ont oublié le nom, avait la réputation d'être plus fort que Philidor. Et Labourdonnais, son suivant, avait également la réputation d'être au moins aussi fort que Deschapelles. Et à la mort prématurée de Labourdonnais, le plus fort joueur qui se dégage, c'est probablement Saint-Amand, dont vous voyez la gravure qui est ici. Et Saint-Amand, il va avoir le malheur de perdre son match en 1843 contre Staunton. Ouais. Alors ce match a toute une histoire, parce que Saint-Amand est un négociant en vin. Il a d'ailleurs écrit un livre sur les vins de Bordeaux. Donc, excellent vin. Il avait une boutique de vente en gros de vin qui se situait à une vingtaine de mètres, 20-30 mètres du café de la Régence. Donc il avait l'occasion de s'y rendre régulièrement. Et Saint-Amand donc allait de temps en temps en Angleterre pour faire commerce de son vin. Et il en profitait à Londres pour jouer aux échecs. Et au début de l'année, il me semble que c'est au début de l'année 1843, il fait un petit match contre Staunton, match qu'il remporte. Et les deux joueurs conviennent de faire un match revanche à l'automne, à Paris. Et Saint-Amand va perdre le match. Et du coup, c'est la fin de la suprématie des échecs français dans le monde, et il faudra attendre Alekhine avant d'avoir un nouveau champion du monde. Ça viendra bien plus tard. Donc bien plus tard. On a aussi une illustration très intéressante, parce que ça c'est la rencontre du jeu d'échecs et de la grande histoire. Alors tu as parlé tout à l'heure de ce fameux match extraordinaire, inconnu, jusqu'à présent, en fait c'est une révélation de Diagonale TV presque, ici, qu'on fait entre Morphy et Napoléon III. Et là, on a aussi... Alors, qu'est-ce que c'est cette gravure? Voilà, donc ça, c'est une gravure qui représente les combats sur la place du Palais Royal en février 1848. Ouais. Donc, au fond, il y a un bâtiment où on voit, je sais pas, on le devine, il y a un bâtiment où il y a des coups de feu qui semblent partir, et il y a une barricade, et sur le coin ici, de l'autre côté, pardon. Ici, il y a écrit en petit Café de la Régence, c'est l'angle de la rue où il y a le Café de la Régence, et il y a la population parisienne qui tire en fait sur l'armée qui se trouve réfugiée au Château d'Eau. Donc c'est un bâtiment qui n'existe plus, le Château d'Eau, et moi je fais un parallèle un petit peu entre le Château d'Eau et la Bastille. En 1789, les Parisiens ont pris la Bastille et ont démoli le bâtiment. La révolution de 1848, qui chasse Louis-Philippe, elle a sa Bastille avec le Château d'Eau en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Saint-Amand faisait partie des gardes nationaux à l'époque de la Révolution de 1848, et il a sauvé, quelques temps après, le palais des Tuileries de la destruction et du pillage total. Oui, voilà. Fini pendant que je regardais. Donc Saint-Amand a eu un rôle, en sauvant ce palais des Tuileries. Donc la garde nationale, en quelques mots, c'était un peu une milice bourgeoise qui était chargée du maintien de l'ordre dans Paris, mais elle se garde bien de prendre part à la Révolution de 1848. Les troupes de ligne, c'est eux qui défendent le Palais Royal et le Château d'Eau. C'est elles qui se font tirer dessus par la population, et la garde nationale, constituée des bourgeois, reste un peu en écart. Mais lui, officier de la garde nationale, est chargé par le gouvernement provisoire, avec notamment Lamartine, d'aller empêcher le pillage du Palais des Tuileries. Voilà, donc ça c'était le tome 1 du Café de la Régence, dans cette émission spéciale Diagonale TV. Alors pour terminer cette émission, là
On a vraiment bien comblé notre heure de. On a même dépassé, je crois qu'on a explosé. Je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Bien sûr. Alors, mais évidemment, le lecteur maintenant, si vous en voulez en savoir plus, il faut vous procurer ce tome qui est vraiment extra. Et le prochain à venir, donc tome 2, 600 pages, Café de la Régence de 1680 à 1852-55. Et ensuite, le tome 2, je crois, ça fait la suite. Alors, ça s'appelle donc Le Café de la Régence, voilà, tome 1. Donc Jean-Olivier Lecomte. En quelques mots, donc, il est en vente pour l'instant uniquement sur un seul site, le site de l'imprimeur. On va sur ton blog tout simplement. Voilà, sur mon blog, vous trouverez le lien et puis j'espère prochainement le mettre en vente sur Amazon. Mais là, ça sera sur le site du championnat de France de toute façon, parce que c'est dans l'émission. Donc voilà. Donc le Café de la Régence, le jeu d'échecs 200 ans d'histoire au Palais Royal, tome 1. Jean-Olivier Lecomte, voilà. Avec j'aime beaucoup la phrase d'entrée là ici. Si vous voulez vivre en paix avec votre cœur et avec votre esprit, ne mettez pas le pied dans le café de la Régence. Voilà. Puis je vous rappelle, j'en profite donc pour vous rappeler, puisque c'est lié, la sortie donc l'an dernier, donc toujours disponible bien entendu chez les libraires, Philidor, analyse de jeu d'échecs, entièrement remasterisé, moderne avec un échiquier tous les 4 coups. Donc là c'est unique, c'est plutôt un livre pour les débutants qui veulent apprendre avec un grand champion de l'histoire, et à sortir, donc apparaître, dans cette émission, je l'annonce pour la première fois, apparaître aussi en octobre, donc la réédition du fameux manuel de Ruy Lopez, de Segura, qui a fait environ 450 pages, voilà, là aussi un traité d'intérêt historique, mais aussi technique, avec, bon, il y a quand même le 3/4 du livre, c'est quand même des parties, mais avec des règles du jeu d'échecs un tout petit peu différentes, et ça, ça sera expliqué plus tard. Voilà, donc le Café de la Régence, tome 1. Merci beaucoup Jean-Olivier d'avoir participé à cette émission. Littérature, histoire, Café de la Régence, grand champion, moi j'adore ça. Voilà, passion du jeu d'échecs, y compris dans le temps et pas uniquement sur les 64 cases. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une émission Diagonale TV sur le championnat de France, bien entendu. Au revoir et à une prochaine fois.